Bonjour Vincent. Hello. Vincent, papa, musicien, acteur, serial entrepreneur, fondateur de Rochemont Paris. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Tu m'as dit, à la Loupa, finalement, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important pour nous, c'est de rassembler autour de l'excellence. Oui, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Déjà, les deux mots importants, c'est rassembler et l'excellence. Parce que je pense que c'est ce on veut véhiculer et c'est ce qu'on veut aller chercher. Rassembler pour éviter tous ces un peu religion et ces choses-là. Donc vraiment être rassemblé. Et puis l'excellence parce qu'on vient d'un milieu de base urbain et on veut essayer de toucher quelque chose de haut de gamme. Donc je pense que le sujet n'est pas de savoir ce qu'on a dans notre assiette en termes religieux, entre guillemets, vers quelque chose de positif et de luxe. Vincent, ta grand-mère était pianiste. Classique. Classique. Ouais. Elle a ces grosses guerres avec mon père qui lui était pianiste jazz. Donc il y avait des gros conflits. Ouais. D'accord, pianiste jazzy. Ouais, exactement. Toi, batteur, tu rentres au conservatoire à l'âge de 4 ans. Ouais, tu fais avec le violon. C'est ça. Exactement. Et tu ensuite enchaînes avec la batterie. La musique, ça a toujours été une histoire de famille. Est-ce qu'on peut dire que le côté acting, le côté travail de la scène vient de là aussi? Forcément, parce que moi, c'est ce qui m'a… Plus le temps avançait au niveau de la scolarité, donc collège, lycée, le seul moment où je sentais que j'étais un peu moi-même et heureux, c'était sur scène. Donc quand j'étais en train de jouer, faire des concerts de jazz avec mon père, en big band ou dans différentes formations, c'était vraiment le seul moment où je me sentais bien. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je transforme ça. Alors être musicien, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, je vais me servir de ça pour pouvoir faire de l'acting. Et puis c'est pour ça qu'après, je suis rentré à Florent, qui n'est pas forcément un gage de grande qualité et de débouchés, mais c'était l'école qu'on connaissait, donc je suis allé faire Florent après. Ouais. Ok. Mais à 18-19 ans, il me semble que tu commences à travailler avec ton père sur un CD qui a pour vocation d'être gratuit. Et donc tu es là, tu es jeune, tu comprends pas, tu dis à quoi ça sert de faire un CD gratuit, pardon. C'est le moment où on a besoin d'argent. Ben oui. Tu vois, donc on sortait, on avait besoin d'un peu d'argent et mon père me dit on va enregistrer un CD en trio. Donc piano, basse, batterie, et on va aller, si je ne me trompe pas, je crois que c'était vers l'île de Ré ou quelque chose comme ça. Je dis, ah waouh, 500 km plus les instruments arrivés là-bas, enregistrés et tout. Je dis, bon, je ne comprenais pas trop pourquoi on le faisait, mais forcément avec le temps, je l'ai vite compris parce qu'on a pu, grâce à ça, faire marcher une association. Et je pense que tu vas vouloir revenir dessus, mais on a pu faire marcher une association. Et forcément, avec le temps et la maturité, j'ai compris que c'était quelque chose de présent maintenant en moi et qui était très important à ce moment-là. Phénosoa, c'est ça? Exactement. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, mon père est médecin homéopathe. Donc, il a voulu créer à Madagascar un dispensaire. Donc, acheter une maison pour pouvoir ensuite apporter de la médecine gratuite aux enfants qui n'avaient pas accès à ça là-bas. Donc, il faut savoir qu'un médecin là-bas, ce n'est pas payé très cher. Donc, l'argent, entre guillemets, peu d'argent qu'on pouvait récupérer sur un concert, je veux dire 500, 1000 ou 2000 euros, parce que lui aussi, dans ses colloques de médecins, il le vendait, son CD. Il vendait le CD. Ça a permis de pouvoir faire vivre ce dispensaire pendant quasiment jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est fermé il y a un an. Après Covid, c'était très compliqué. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être le moment de prendre la relève, mais voilà. Ok, il me semble que tu as des objectifs aussi par rapport à ça, de prendre une relève. Ouais, c'est de se dire que, en fait, comme j'expliquais, et je sais qu'on en a parlé par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de se dire pourquoi on fait ces choses-là, pour qui, comment on les fait. Donc pour moi, ces choses-là, c'était important de mettre une valeur ajoutée avec ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore possible parce qu'on est dans un début de business par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir, après avoir généré de l'argent pour le privé, c'est de pouvoir après le redistribuer. Et moi, par rapport à mon histoire, j'ai certaines idées de ce que j'aimerais faire de l'argent qu'il y a pour pouvoir pour pousser une association. Vincent, dans ton parcours, tu m'as expliqué que l'entrepreneuriat, ce n'était pas forcément une évidence dès le départ, que tu t'es même posé la question du salariat et que la seconde question qui est venue après, c'était de te dire, ok, salariat, mais où dans ce cas-là? Oui, c'est ça, mais tu sais, je pense que je me pose toujours la question aujourd'hui, mais c'est parce que c'est une sécurité. Qu'on soit clair, c'est une sécurité. Alors, on va dire que dans l'entrepreneuriat, tu prends beaucoup plus de risques. Donc, comme tu prends plus de risques, évidemment, tu vas avoir la chance sûrement de gagner plus d'argent. Mais entre ce moment d'idée et le moment où il y a le plus d'argent, il y a beaucoup, beaucoup de galères. Bon, ça, je pense que tous les entrepreneurs le savent. Et puis, je ne vais pas redire ce que beaucoup de gens ont entendu. Mais par contre, pour revenir au salariat, moi, la question, c'était qu'est-ce qui me plaît?
il faut bien trouver quelque chose qui me plaît. J'arrivais pas à me dire qu'il n'y a pas un côté passion. Si tu n'as pas quelque chose qui te passionne, qui te donne envie, ces choses-là, tu ne te réveilles pas le matin. Et au final, quand j'avais l'acting ou quand j'avais la musique, ce n'était pas une question d'argent. C'était de me dire je suis content d'y aller. Et en fait, c'était ça, le ressenti du copain qui t'appelle pour dire vas-y, il y a un match de foot demain, faut y aller. Enfin, aujourd'hui, maintenant, ils font du paddle. Il faut match de foot, tu vois, on y va et tout. Bah, en fait, on ne réfléchissait pas au basket. Moi, je suis plus basket. Voilà, on y allait. Et en fait, qu'il fasse froid, l'heure, ou, tu sais, on y allait. Et en fait, c'est ce ressenti-là que je voulais ressentir dans mon travail, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat. Et au final, le salariat, je me suis dit, je me suis pas retrouvé. J'ai fait des formations, j'ai fait naturopathe pendant 3 ans. J'ai commencé un petit peu à recevoir en cabinet. Il fallait que je bouge, il y avait des choses qui me manquaient. Et puis voilà, je pense que j'aime les galères, ouais, un peu. Ouais. Quand tu as été jeune, tu as commencé aussi, tu m'y expliquais, par des jobs étudiants, tu as un peu touché à tout. C'est comme ça que tu es tombé dans l'événementiel et qu'ensuite tu as ouvert ta première boîte, traiteur et événementiel, parce que tu as vu le besoin et tu t'es dit, ok, bon, bah, j'ai été salarié dans ce secteur, tentons quelque chose en tant qu'entrepreneur. Exactement, quand je me suis mis dans la naturopathie, il fallait donc gérer un peu les études et travailler aussi à côté. Je venais de fonder ma famille et je venais juste de sortir de cette histoire d'acting, de comédie, de one man. Je faisais Beurre FM tous les soirs. Je n'avais pas réussi à avoir ce que je voulais en termes de salaire et ces choses-là. Donc il a fallu vraiment que je switch très très vite. Et je pense que c'est ça qui fait que si on peut partir sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut vite switcher quand quelque chose ne va pas. Et en fait, je suis passé directement à travailler beaucoup la nuit pour monter et démonter les événements. Donc c'est vraiment ça s'appelle le roading en event et c'est ce qu'il y a de plus basique, mais c'est ce qu'il y a de plus physique. Et petit à petit, j'ai vu comment ça fonctionnait et tout. Et puis j'avais des gens du côté de ma femme, de la famille et tout, qui travaillaient aussi dans ce milieu. Donc on a réussi après à créer le traiteur et on a intégré le traiteur à cette boîte d'event. Et puis on a commencé à travailler et puis à faire des mariages, à faire des choses là-dedans. Et là, je me sentais vivre parce qu'il y avait ce côté commercial et ce côté créatif. Moi, c'est vrai que dans une chaîne, moi, c'est le côté créatif qui me plaît le plus et l'opérationnel un peu moins. Dans ton parcours aussi, il y a cette constante qui revient, c'est ta curiosité, ton besoin d'apprendre en permanence. Et tu me disais que même aujourd'hui avec Rochman, et on va en parler, tu as toujours ce besoin d'évoluer, d'aller chercher des innovations. Et on le voit bien dans ton parcours. Enfin, tu as déjà parlé de STAPS, tu as été naturopathe, tu t'es formé à plein de choses. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu es autodidacte aussi. Donc, cours Florent, on en a parlé. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects de ta personnalité qui démontrent cette envie d'apprendre. Exactement. En fait, au départ, c'est de l'angoisse. Je pense D'accord. Non, mais en fait, c'est de l'angoisse parce qu'en fait, tu te dis, quand tu es dans le moment et que tu choisis de faire, par exemple, animateur, ou naturopathe, ou j'ai fait même formation d'agent d'escale, ou ces choses-là, tu te dis, tu ne sais pas trop où ça mène, même l'acting et tout. Et plus tu évolues, plus tu peux remettre les bouts des puzzles, parce qu'en fin de compte, je ne dis pas que c'est logique, mais tu peux à toi créer ton histoire et te dire, ouais, en fait, je sais. Maintenant, l'acting, ça m'a permis, si tu me mets une conférence devant 500 personnes, je le fais. La peur de parler devant les gens, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est des choses que j'ai travaillées. Et tu te dis que c'est grâce à la comédie. Si le côté empathique, comprendre le management de tes équipes et tout ça, c'est peut-être l'animation qui m'a permis ça avec les gamins, parce que tu transmets des idées. Donc au final, je pense que quand tu vas chercher un peu tous ces métiers-là, tu rassembles les choses. La naturopathie, c'est aussi écouter, c'est aussi comprendre le problème de quelqu'un. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de faire ça, si tu veux bien manager. Après, chacun son management. Moi c'est mon type de management. Mais le fil rouge se fait avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même Rochman, on va en parler, peut-être que c'est encore qu'une étape pour autre chose. Mais je pense que c'est important de se construire et de comprendre pourquoi on l'a fait, même si pendant le moment, on ne sait pas vraiment pourquoi on est en train de faire ça. Mais encore une fois, on revient en fait de est-ce que ça t'anime ? Est-ce que tu as quelque chose qui fait que le matin, tu es content d'y aller ? C'est ça. Il y a la notion aussi de se faire confiance et de se connaître. Est-ce que c'est quelque chose que tu as naturellement eu chez toi ou quelque chose que tu as cultivé ? Non, on le cultive. Je pense moi, personnellement, je pense que je le cultiverai jusqu'à la fin. Il y a une base où on a confiance en soi, où j'ai confiance en moi. Et puis, il y a des choses où on a interrogation sur plein de sujets. On cherche toujours à avoir de la confiance. Alors, le but, je pense qu'aujourd'hui, c'était comme à l'époque, c'était peut-être l'erreur, c'est plus d'aller chercher la confiance en soi chez l'autre et qui te l'apporte. Et c'est cette espèce de reconnaissance. Je pense que moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça par reconnaissance.
Aujourd'hui, le plus important, c'est quand même d'avoir une base où, voilà, ce que tu as créé, il faut bien prendre conscience que c'est toi qui l'a créé et c'était ton évolution à toi. Quand tu listes un peu, et chaque humain peut le faire, quand tu listes, moi, c'est ce que j'avais travaillé avec certaines personnes, tu n'as pas confiance en toi, très bien, prends une feuille, liste tout ce que tu as fait. Chaque chose que tu as fait, que tu as aimé faire, liste-le. Et tu le montres à quelqu'un, tu dis que toi, tu as fait ça. La personne va dire, ah, mais moi, je n'ai pas fait la moitié du truc. Donc, et là, tu dois dire, bah, tu ne peux pas ne pas avoir confiance en toi si toi, tu as fait tout ça. Et en fait, ces choses, il faut se le renvoyer à soi. Mais comme on le vit, on ne se rend pas compte qu'il y avait une difficulté derrière. Les gens font naturellement les choses. Et donc, voilà, c'est un petit message. Mais il faut dire vraiment, il faut avoir la confiance en soi, ça se travaille tout le temps. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que tu dis aussi sur le parcours est très intéressant. On ne s'en rend pas forcément compte au moment où on le vit. Mais finalement, s'il y avait un conseil à donner, notamment aux jeunes, moi je travaille beaucoup avec des jeunes ou des moins jeunes même d'ailleurs, mais qui ne savent pas comment faire, comment se remobiliser dans le travail, par quelle voie commencer, quel secteur d'activité. En fait, il faut juste faire, il faut juste se lancer. C'est en faisant que tu vas te rendre compte de ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce qui t'anime pas. Et petit à petit, mine de rien, bah, tu es en train déjà de mettre des pierres à l'édifice qui est le tien et de créer ta voie en fait. Ouais, et puis en fait, tu te plantes à toi-même les graines dans la tête. Parce qu'en final, la personne, je pense que c'est ça que tu vois beaucoup, c'est les gens ont plein d'idées. En fait, déjà, quand la personne elle a plein d'idées, elle dit bah, je ne sais pas trop ce que je veux faire parce qu'elle a peut-être plusieurs idées. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que tu ailles vers ce qui est le plus évident pour toi, ce qui te plaît le plus. Et surtout, te dire, s'il m'arrive sans galère sur ce sujet-là, est-ce que je vais pouvoir quand même surmonter la chose parce que c'est ça que je voulais. Et le problème, c'est que les gens, ils font les choses à l'envers. Ils disent, je vais faire ça parce que ça rapporte de l'argent. Si tu fais ça, pour moi, tu es déjà dans le faux. Parce qu'au moindre problème, moindre balayette, eh ben, tu vas dire, vas-y, arrête. Ben, au final, ta motivation, ce n'était pas le sujet, c'était l'argent. Et si le seul objectif, c'est l'argent, ben, à un moment donné, évidemment qu'il faut que ce soit l'objectif, il faut que tu vives. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Tout le monde ne peut pas vivre de ça. Mais je pense que tu peux créer quelque chose qui, toi, te correspond et te battre pour que ça marche. Alors, évidemment, après, il y a des business plans, des choses à faire, parce que c'est trop facile. Souvent, on dit, ouais, fais ce que tu aimes, tu vas voir, ça marchera, parce que dès que tu auras des petits problèmes, tu vas quand même passer au-dessus et tout. Ouais, mais il faut quand même que ton business soit viable, tu vois. Et ça, c'est ça aussi, des fois, qu'on ne dit pas aux gens, on dit, ouais, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Mais il faut aussi un peu être structuré au niveau business. Complètement d'accord. Est-ce qu'on en vient du coup à la question de Rochman? Est-ce que tu peux nous parler de Rochman, de la marque, de la vision? Tu m'as dit Rochman, c'est la capacité à rassembler autour d'un des produits les plus emblématiques et traditionnels de la France, la charcuterie. Ouais, bah voilà en vrai. Tout simplement. Franchement, je ne savais pas que je disais les choses aussi bien. Mais, mais heureusement que tu as extrait le nectar. Ouais, clairement, parce que l'idée, venant du traiteur, c'était de se dire quelle marque on peut faire et qu'est-ce qu'on peut prendre comme produit pour travailler autour. Alors évidemment, il y a la viande. Alors j'explique tout de suite aux gens pourquoi je ne fais pas de la viande, parce que déjà je ne suis pas boucher, qu'il faut des diplômes pour ça. J'aurais pu employer des gens qui sont bouchers, mais je ne serais pas rentré dans le cœur du sujet. Donc je n'aurais pas compris mon business de A à Z. Là, la charcuterie, il y a une longue DLC. Les DLC, c'est les dates de péremption et ces choses-là. Donc déjà, c'est bien. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, tu n'as pas de choses à jeter et tu peux travailler sur le long terme avec un produit. Deuxièmement, je me suis dit, et je pense que dans le milieu, là par contre on va vraiment parler spécifiquement du milieu du halal, il manque quand même une gamme d'excellence à la charcuterie. Alors, évidemment que ça a un rapport avec le prix, parce que quand les gens vont dans certaines grandes surfaces et choses, ils vont vers des choses qui sont pas forcément bonnes. Il y a beaucoup de gras, beaucoup de choses. Ok, très bien, mais parce que c'est un prix qui est abordable. Donc là, l'objectif, c'était de se dire, venez, on crée déjà la marque, on le teste parce que j'ai repris le business au départ. J'ai tout refait un garage en labo pour que ce soit aux normes, pour repartir et justement sonder le business. Dans le 93, on a commencé à Pavillon-sous-Bois dans le 93 avec Samy, qui était mon associé. Et on s'est dit, on va tester les sandwichs pour faire goûter la charcuterie. Et puis les plateaux, raclette et les plateaux apéro. Donc on a testé ça. Après, la deuxième étape, c'était d'avoir une boutique sur Paris. On en est là aujourd'hui. La boutique est existante. Elle est dans le 11e? Dans le 11e, dans 37 rue Saint-Maur, juste devant l'atelier des Lumières. Et l'idée, c'était vraiment de retester le business, mais autour de la charcuterie, comme tu dis, qui est ce que tu as dit parfaitement, qui est le produit, pour moi, avec le fromage.
et le vin. Et le vin. Et le vin, qui est un produit le plus traditionnel en France. Et pour revenir sur le vin, tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont travaillé le vin sans alcool. Donc on aime ou on n'aime pas, hein, le sujet il n'est pas vraiment là, mais ils ont essayé d'aller vers l'excellence quand même. Là, moi j'ai des vins, j'ai des Saint-Émilion à la boutique. Ça reste quand même une belle évolution, donc sans alcool. C'est des vins qui sont proposés au Parc des Princes pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. D'ailleurs, entre guillemets, j'en parle un peu, c'est une fille qui s'appelle Sarah qui a ouvert sa boutique sans alcool, qui s'appelle Déjà Bu, juste derrière ma boutique, moi dans le 11e. Donc on travaille un peu ensemble et on a des super produits. Voilà, pour elle, elle a cherché l'excellence. Et elle ne véhicule pas le côté halal ou pas halal. C'était même plus le sujet. C'est pour ça, là, je reviens sur la première phrase de présentation que tu as dit. Le but, c'est d'atteindre l'excellence et de rassembler. Et pour rassembler, la charcuterie autour d'un plateau, je trouve ça bien. Ou d'une raclette. Les gens, maintenant, quand ils viennent à la boutique, moi, la plupart des gens, déjà dans le 11e, ce n'est pas des musulmans. Donc les gens qui viennent, ils sont surpris de ne pas avoir de porc. Donc à ce moment-là, on explique pourquoi. Ah, mais franchement, ça ne se voit pas parce que même votre bœuf, votre saucisson de bœuf, il est bon. Donc je dis, c'est exactement ça qu'on veut entendre. Et puis si demain, ils ont des amis musulmans qui sont chez eux ou ces choses-là, ils peuvent tous manger la même chose sans aller chercher à gauche, puis à droite, puis perdre du temps. Tout est fait pour rassembler. C'est lié aussi un petit peu à mon histoire, parce que moi, voilà, il y a toutes les cultures dans ma famille. Et au storytelling, c'était vraiment lié. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'ai mangé du porc. Je sais ce que ça vaut de souvenir, parce que j'en mange plus depuis un bon moment. Mais voilà, quel que soit le parent, sa religion et tout, parce qu'on a un peu toutes les religions de notre famille, on s'en fichait. Le but, c'était de se retrouver ensemble. Très intéressant. Et du coup, d'un niveau business aussi, c'est un positionnement de niche extrême quelque part. Il y en a qui le font. Alors, je pense avec plus de moyens. Je pense à une autre marque. Je l'oublie à chaque fois, mais il y avait une marque qui a pas mal véhiculé ça. Alors, moi, je ne l'ai pas goûté. Mais au niveau packaging, ça transpirait le luxe aussi. Mais aujourd'hui, il y en a très peu qui le font. Et, par contre, quand tu vois les blocs, par exemple, de Cecina ou ces grosses parties-là, ça va déjà vers du luxe. Ça veut dire que tu vas aller faire de la Cecina de Wagyu, de la Cecina de Black Angus, ou j'ai goûté encore il y a 2 jours de la Cecina de Kobe, qui était incroyable. Mais tu vois, le positionnement, il est encore au-dessus. Ça veut dire, on peut le faire, on va le faire, mais tu es sur des prix vraiment très, 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 très luxe. C'est bien, mais ça peut être compliqué. Il faut l'avoir, mais je pense qu'il faut aussi du très bon moyenne gamme. J'ai quelqu'un qui fait des pâtes d'agneau comme ça, qui est exceptionnel. Il le fait en Espagne, il s'appelle Salt and Lamb, qui est un mec super. Pareil, lui, il fait des pâtes qui sont incroyables, mais c'est pour vraiment une certaine catégorie de personnes. Nous, ce qu'on veut, en vrai, c'est rassembler et toucher le plus grand nombre possible. C'est pour ça qu'on voulait produire nous-mêmes, pour baisser nos prix, baisser nos marges et qu'au final, les gens puissent avoir accès à ça. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais quelque part de la partie non visible de l'iceberg. Quand on entreprend, on a tendance à parler de la passion au cœur de tout, de la capacité à faire quand on aime, etc. Quand on monte un business encore plus comme le tien, c'est aussi une prise de risque énorme parce qu'on s'attaque à quelque chose de complètement différent. On a parlé notamment des pensées limitantes qu'on pouvait avoir par rapport à ce produit et à se dire « mais ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de vin à côté parce que dans l'imaginaire français, c'est la charcuterie qui va avec le vin ». Donc il y a un parti pris, il y a une prise de risque derrière. Comme tu le disais, il y a l'acceptation des moments difficiles qui vont peut-être durer un certain temps avant que ça commence à voir le jour tel que tu l'imagines. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là et de ta manière de l'aborder? Cette partie-là, elle est délicate parce que ça débouche sur quand même pas mal comment on peut dire, d'un problème un peu social et réel de ce qui se passe en France. Alors attention, moi je ne me positionne jamais en victime par rapport à ces sujets-là. Je pense qu'on représente, comme je t'ai dit, je ne vais pas représenter la mosquée où tu vois, on fait chacun ses trucs dans le coin. Mais pourquoi j'en viens à ça? Parce que c'est réel. Quand quelqu'un rentre dans la boutique et qui n'est pas de confession musulmane, par exemple, et qui voit qu'il y a ça et qu'on ne fait pas de vin parce que les gens demandent, ou pas d'alcool, il y a quand même quelque chose indirect ou non dit qui se passe. Parce que, d'accord, alors nous on joue sur le fait de dire qu'on n'a pas la licence,
Mais quand tu fais ça et que tu manges un sandwich, ou tu sais que tu n'as pas de bière, ou tu n'as pas ci, ou tu n'as pas ça, bah forcément, tout de suite, tu es catégorisé dans un truc qui fait que bon, bah, ça doit être des musulmans, ça doit être ci, ça doit être ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se le prend pas en pleine figure, mais on le ressent quand même. Je ne sais pas si c'est vers ça où on voulait aller, mais moi, je sais que c'est présent et c'est réel. Et le but, justement, c'est vraiment de casser complètement ce truc-là, de casser les codes de ça. Nous, on dit aux gens, au final, vous avez passé un bon moment. Le but, c'est que des fois, tu as des amis qui vont venir, tu as des gens, puis ça va finir, tout le monde se parle, ça rigole. Et le but, c'est vraiment de véhiculer du positif. Mais est-ce que nous, on n'est pas plus ouverts, des fois, que certaines personnes qui, eux, ferment la porte à ça parce que les médias ont véhiculé quelque chose de mauvais et au final, je trouve ça dommage, tu vois, qu'on en arrive là. Mais on a ce travail-là aussi de véhiculer ça par la marque. Et c'est pour ça que tu vois le nom Rochman sonne très hébraïque au final, mais c'est l'assemblage de mon nom de famille, celui de mes associés, ces choses-là. Et donc ça a créé le nom, mais ça interpelle toujours. J'ai des gens qui eux viennent me demander si c'est cachère. Mais les gens qui sont dans le cachère savent qu'on n'est pas cachère, parce qu'une boutique cachère, il y a toujours tout de suite écrit, il y a toujours le cas sur la boutique. Donc tout de suite, eux savent que c'est pas cachère. Mais ça interpelle quand même, tu vois. Donc vraiment, le truc, c'était vraiment de troubler les gens et un peu les feinter. Je pense que pour être venu dans ta boutique et pour avoir goûté tes produits qui sont vraiment, pour une fan de charcuterie, qui sont excellents, il y a aussi ce côté très perturbant dans le sens où tu viens casser les codes, même dans le graphisme de ta boutique, même dans les codes couleurs. On est vraiment sur un côté bistrot chic qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les codes du halal. Il n'y a absolument rien qui indique que c'est halal. Et c'est plutôt plaisant de voir, comme tu le dis, que tu casses les codes, mais que tu viens rassembler les cultures et les personnes autour de l'excellence uniquement, et que quelque part, tu tends la main et tu ouvres un débat d'une manière de vivre ensemble complètement différente, complètement novatrice. Enfin, tu viens mettre quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière, et c'est plutôt osé et c'est plutôt réussi à mon sens. Ouais, ça te manquait les banquettes et les néons, ouais, et les murs fleuris. Les graphismes, les murs mais fleuris. oui. Ouais, écoute, ouais, je pense que c'est le côté provocateur qu'on a toujours eu un petit peu en nous, de vouloir un peu. Après, ce qui était intéressant, c'était qu'en fin de compte, je voulais que les gens qui viennent se disent que ça pourrait être à eux. Parce que le but, c'est qu'on arrive à créer, alors ça c'est des termes un peu techniques, soit de la franchise, soit de la licence. Mais j'aime que les gens, quand ils viennent, des gens récurrents, ils se disent, bah ouais, en fait, ça pourrait être. En fait, il n'y a rien de fou, mais c'est beau. Je veux pas tu vois, le truc, c'était très simple, épuré. Je pense que c'est là-dessus, même dans les archives, je pense que c'est comme ça qu'ils travaillent. Des grands volumes, des choses, ça. Bon, nous, on n'a pas non plus 400 mètres carrés, mais tu vois, c'est blanc, c'est bleu, avec des rappels de cuivre. Je voulais vraiment pas plus que ça. J'ai essayé de faire travailler les gens qui étaient autour de nous, qui ont fait toute la partie devanture, la feuille d'or à la main. Tu vois, c'était important qu'on fasse travailler aussi les gens du coin pour s'intégrer. Et ouais, le but c'était ça, c'est vraiment, je veux que ça appartienne à tout le monde. C'est pas. C'est absolument pas à clivant. moi, mon truc. Exactement. Et tout. Vraiment, tu sais, souvent on a ce prisme vers soi, et là le but c'était vraiment de s'ouvrir pour que les gens viennent dire, ah ouais, moi j'aimerais bien faire ça. D'accord, t'habites où? Ah, moi j'aimerais vivre à Marseille. Bah viens, on va le faire à Marseille. C'est pas un problème. De toute façon, c'est le but. Tu vois. Donc, et puis après, toucher les pays, et là on aura peut-être un peu moins de problèmes avec cette histoire de vin, ces choses-là, mais les pays, oui, qui accueillent, qui sont musulmans, ou par exemple le Maroc, la prochaine idée c'est le Maroc. Sur la distribution, c'est de toucher les Émirats. Mais au final, pas besoin d'aller très loin pour ça. Il y a aussi Londres, l'Angleterre. C'est des gens qui sont habitués aussi à avoir ça entre les mains et toucher de l'excellence. Ils sont quand même assez chic là-bas. Mais par contre, tu ressentiras, pour revenir au sujet de la boutique, tu ressentiras le côté Frenchy s'il y a des choses qui se passent là-bas. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que finalement, tu as réussi, comme tu le disais très bien tout à l'heure, à mixer ton identité et en sortir un produit qui est Rochman, qui ressemble à qui tu es, peut-être ton associé aussi, mais en tout cas à qui vous êtes et à votre manière d'avoir réinterprété l'excellence à la française aussi, mais en conservant votre identité et en conservant ce qui vous était cher? Alors après, c'est peut-être, mais je pense que c'est complètement réussi. Parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas allé sur les moulures ou ces choses-là et tout, mais on est resté avec des codes français. Parce que déjà,
parce qu'on ne le dit pas assez, mais apparemment, il faut le dire. On est fiers de ça. On a grandi ici. Tu vois, c'est pas comme si on était des binationaux qui avaient vécu dans leur pays d'origine. Tu vois, ce serait mentir. Enfin, pour notre histoire à nous deux, ce qui est complètement respectable pour celui qui vient faire un business de tagine parce qu'il a vécu au Maroc et qui sait comment cuisiner de tagine et il vient le faire à Paris. C'est magnifique aussi. Mais nous, on a grandi là-dedans. On a fait le tour un peu de l'Espagne et puis après, on s'est dit, faut on a ramené de la cam. Je me rappelle, c'était l'anniversaire de ma fille, donc il y avait pas mal de monde à la maison. On a fait goûter les gens qui, eux, mangent du porc, parce qu'on n'a pas dit que c'était halal. Ils me disent, ouais, c'est bien et tout. Et en fait, quand tu regardes, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le bœuf, c'est plus noble, en fin de compte, c'est une viande qui est plus noble que la viande porcine. Et on pouvait aller sur des races, comme je t'ai dit, le Wagyu, le Kobe, la Black Angus, la Galice. Donc déjà, on montait en gamme par rapport à un saucisson de porc. Et c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent à la boutique, ils disent, pas de porc, ouais, mais vous avez déjà goûté du porc avec du saucisson avec du Wagyu? Non, ah ben voilà. Et là, on arrive, c'est ça qui est intéressant, en fait, on les touche comme ça. Produit phare actuellement de chez Rochman, on a le fameux sandwich classique. L'expresso. On fait super bien les expressos, ouais. Franchement, venez pour l'expresso, c'est top. Non, le produit phare, je dirais, le bacon de veau marche super bien parce que c'est dur de trouver un bon bacon pour tout le monde. Il est fumé, franchement, je trouve qu'il est très bien. Après, notre autre produit phare sur les sandwichs, c'est le pastrami. Et puis après, les gens, ils aiment bien aller vers le saucisson sec ou le chorizo parce que c'est des basiques que les gens ont et qui veulent goûter pour comprendre si ta marque, elle est bien ou pas. Mais par contre, si tu vas sur des produits un peu plus luxe, oui, les cécinas affinés 12 mois, 18 mois, de Black Angus ou de Wagyu, ça fait son effet aussi, ouais. Ok. Là, c'est l'hiver. Vous avez aussi sorti tout ce qui est plateau de charcuterie pour les raclettes, notamment les fromages aussi, il me semble. Tu n'as plus qu'à chauffer tes pommes de terre. On te fait un plateau avec les charcuteries qui vont bien pour ta raclette et le fromage. On a du truffé, du fumé, du nature. Et puis après, on va voir en fonction des demandes et puis développer d'autres gammes de raclette. Mais ça, on a les meules et on le coupe directement à la boutique pour les gens. Si on devait conclure, Vincent, avec le parcours que tu as qui est quand même extrêmement riche, les clés principales du succès, selon toi, qu'est-ce que ce serait? Le succès, il faudrait déjà qu'on le touche. Après, la question, pour moi, c'est à quel moment pour toi tu as réussi? Le succès, tu le places où? Moi, d'avoir fait le local, le labo, avant de le faire, quand on l'a fait, c'était un succès. Parce qu'on avait tapé une étape. En fait, aujourd'hui, je pense que les gens qui font du business, ils ne se félicitent pas à chaque étape. Les Américains sont très forts pour ça. Les Américains se félicitent parce qu'ils mettent des steps à leur réussite et ils extrapolent. Tu le vois bien quand tu regardes des matchs de NBA aussi, tu vois, avoir une grand-mère danser à 70 ans, c'est des choses qui les font marrer, mais ils mettent des étapes à leur succès. C'est pour ça que tu vois, quand un footballeur il gagne des millions, à chaque fois je dis ça, mais un footballeur qui gagne des millions, qui soulève une coupe, ça fait pitié. En vrai, qu'est-ce qu'il en a à faire de cette coupe? Il est millionnaire. Mais pour lui, tu le vois, c'est hyper important cette coupe. Mais ça veut donc dire qu'il a une idée des steps qu'il avait mis quand il était gamin. Il voulait cette Coupe du Monde, il voulait cette Ligue des Champions, il voulait ce trophée-là, il voulait ce ballon d'or. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il ait ce ballon d'or en truc? Le mec, il est multimillionnaire. Pourtant, le succès, il l'a déjà. Si le succès est lié à l'argent, il l'a déjà. Mais par contre, il n'a pas eu son ballon d'or, il n'a pas eu cette Coupe du Monde. Et en fait, en France, je pense qu'on manque de ça. Donc moi, le succès du labo, c'était une première étape, c'était un succès. On s'est félicité pour ça. Après, il y a eu l'étape boutique, donc pour moi, c'est un succès. Maintenant, évidemment, le but, c'est qu'on puisse en vivre correctement, que tout se passe bien, et ce sera un succès plus interne et plus intime et plus personnel entre nous. Mais au final, pour les gens en externe, des gens qui doivent dire, mais en fait, pour eux, c'est déjà un succès. Pour nous, pas forcément parce qu'on a des chiffres en tête. Mais en vrai, tout est un succès. Tu vois, les Américains, quand ils ont leur diplôme, ils font une fête. Nous, on a notre bac, je pense que personne ne nous a félicités. Tu vois? Et en fait, c'est ça qui manque. Et je pense que pour les gamins, enfin, c'est comme ça que moi, j'éduque aussi mes enfants, c'est que chaque chose qu'ils font, que je pense être une étape à leur évolution, il faut le fêter. Tu vois, on se fait chier à fêter des anniversaires, c'est cool, mais en vrai, il faut mieux féliciter ton gamin parce qu'il a réussi quelque chose de propre, tu vois. Donc voilà, pour moi, le succès, il est propre à chacun, mais il devrait être multiple sur le parcours d'un business. Tu vois, il ne devrait pas être juste parce que tu es arrivé à la fin. Voilà. Donc ce serait, si je devais résumer, ce serait
à la fois prendre conscience du moment présent et savourer chaque réussite au moment où elle arrive, qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans les réussites. À partir du moment où c'est quelque chose qui nous importe et qui alimente un objectif, qu'il soit court terme ou long terme, on le célèbre. Et la fameuse question de la partie non visible de l'iceberg, d'accepter que ça fait partie du processus et que tu n'auras pas de succès tant que tu n'as pas accepté cette partie-là dans ta vie. Si tu t'attends uniquement à de la réussite extérieure, comme tu le disais, ou au regard extérieur, tu peux peut-être attendre toute ta vie et ne jamais être heureux. Il faut savoir mettre les jauges au bon endroit. Oui, moi je pense clairement comme toi. Le succès, c'est là où tu le places toi, sois juste en accord avec toi, et on en revient à ce truc-là de, au final, quand tu l'avais construit il y a 10 ans en arrière ton business, est-ce que tu avais cette envie dont on parlait? Pourtant, tu as réussi à arriver à cet endroit-là parce que c'est cette envie qui t'a nourri pour arriver là. Mais à aucun moment dans ce chemin-là, il y avait des histoires de chiffres. Et toujours, on parle de chiffres, ce qui est super important. Mais je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent, le premier million, c'est le plus dur. Parce que tu es en train de créer tes process, tes étapes pour arriver à ce million. Quand tu as réussi à le faire, tu peux reproduire la copie parce que tu as mis tes étapes. Tu peux le faire. Donc, il faut vraiment… Et encore une fois, ils sont importants que si tu envoies de l'émotion à chaque étape de ce succès-là. C'est pour ça qu'il faut fêter. Tu vois, quand tu rentres dans une conférence et que le gars te parle, ou comme quand on était à l'école, des fois les profs ils ne nous captivaient pas parce qu'ils n'avaient pas ce truc pour te captiver. Mais parce qu'ils sont venus mettre de l'émotion. Si je te dis quelque chose et je me gratte le nez, tu vas te rappeler en rentrant chez toi de ce que j'ai dit parce que tu m'as vu gratter le nez, que j'ai mis une image ou une émotion ou quelque chose de différent. Mais si tu crées pas ce truc-là, donc là c'est pareil, fêter c'est de l'émotion, tu t'en souviens, c'est ancré en toi, tu peux passer à l'étape supérieure. Et après à toi de monter les choses, mais il faut faire, comme tu as dit, on en disait tout à l'heure, mais il faut faire. C'est rien, tu te trompes. Tu te trompes et ça prouve que tu essayes quelque chose de nouveau. Bah oui. Contrairement, l'échec, ce n'est pas forcément tel qu'on l'imagine, quelque chose de négatif, c'est quelque chose de formateur. Moi, j'ai toujours tendance à dire, l'échec est là pour te montrer qu'il te manque des ingrédients dans ta recette pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, je trouve juste les bons ingrédients, ajuste ta recette et retourne au charbon pour voir si ça fonctionne jusqu'à ce que tu aies gain de cause. C'est la métaphore avec la recette et la nourriture et cela, c'est clairement ça, tu vois. Mais regarde ton gamin, il va te faire un 4 quarts, il va être dégueulasse ou pas beau ou truc ou ci ou ça, mais c'est pas grave. C'est son premier, il faut le féliciter, puis après il en fera un deuxième, et puis peut-être que dans 20 ans, ce sera Cédric Grolet du 4 quarts. Mais pourquoi il aura réussi? C'est ça la question, il faut ça, c'est le truc à l'envers. Pourquoi il aura réussi? Parce qu'il y a des gens, à chaque step, il leur a dit ça c'est bien, mais fais mieux comme ça c'est bien, et puis tu rajouteras des contraintes à chaque fois pour qu'il arrive au top. Mais c'est pour ça que ces gens-là aussi, ils réussissent. Soit c'est de l'inné, ça veut dire que c'était vraiment ancré en eux. Tu vois, quand tu prends un Kylian Mbappé, depuis qu'il est né, il sait qu'il va arriver là. Et ça se sent quand il parle. Ou alors, tu as un gros bosseur. Tu vois, pour moi, il y a toujours deux solutions. Si tu as l'inné et qu'en plus tu bosses, waouh, tu vois. Donc, mais vraiment, tout est possible pour tout le monde. Et honnêtement, quand je te parle et que tu m'as invité pour ici, ce qui me dérangeait, c'est de dire que moi, je ne suis pas forcément une réussite aujourd'hui financière. Tu vois, je ne suis pas là, je suis pas millionnaire ou quoi que ce soit. Par contre, je pense avoir compris les process pour, si tu as envie de le faire, tu vois, et je le vis. Donc en fait, vivez vos trucs, vivez votre action, vivez vos projets et ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire à votre place. Et ça, bon, c'est un peu balourd à chaque fois, c'est vos rêves, nanana, mais c'est une réalité. On va crever de toute façon. Donc, non, mais c'est vrai, on va y passer. On va y passer autant pendant qu'on est là de faire les bonnes choses avec vos principes, vos valeurs et ces choses-là. Mais autant qu'on le fasse. Je pense qu'il n'y aura rien de pire de se retrouver dans nos dernières heures ou si on a la chance d'être dans nos dernières heures et se voir, mais se dire ouais, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, c'est trop dommage. Alors attention, comme on en avait parlé, il y a aussi le financier. C'est bien de dire, les gens vont dire, ouais, mais attends, Coco, c'est bien mais on n'a pas forcément l'argent pour faire notre projet et tout. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, si ton truc il est bon, si les gens t'apprécient, où tu peux aller grappiller au départ, nous qu'on a fait le labo au départ, c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent.
Tu vois, donc on avait quoi? On avait besoin d'aller chercher de la peinture, des plaques de. Donc voilà, on a essayé de grappiller à gauche, à droite, à ci, à ça, et demander un tel. Au départ, c'était que de l'aide. Mais les gens, ils ont envie de t'aider aussi. Bien sûr. C'est faux de se dire que, tu vois. Donc vraiment, faut foncer, et puis kiffer, quoi. Sinon. Et c'est ce que tu disais aussi sur l'événementiel. Au départ, tu travailles aussi en tant qu'étudiant par rapport à tes études. Et puis c'est comme ça que tu tombes dans le bain de l'événementiel, que tu commences en étant. C'était comment? Road, ouais, tu voilà. montes, tu démontes les événements. Ouais. Et finalement, tu as le pied à l'étrier et tu commences à travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, bah, tu es toujours dans ce domaine. Toujours dans le domaine, ouais. Mais encore plus dans un secteur niche. Quoi. Niche, ouais. Donc finalement, si je devais te reposer la question différemment, je pense que je te dirais, dans toutes les expériences que tu as eues, STAPS, naturopathie, le cours Florent, enfin tout ce que tu as entrepris, la musique, etc., qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à t'en saisir à ton avis? Quelles sont les constantes chez toi et dans ces différentes disciplines qui ont fait que ça a fonctionné pour toi? Ça, c'est une super question. Franchement, je ne m'y attendais pas. Est-ce que déjà ta curiosité, moi je pense que j'ai des éléments de réponse par rapport à tout ce que tu m'as dit, mais déjà est-ce que ta curiosité, tu penses que ce n'est pas déjà un sacré… Ouais, la curiosité, oui. Mais c'est souvent ce qu'on a. Tu sais, c'est difficile pour la France de voir des gens qui. Attends, que je dis France, c'est aussi l'entourage très francophone. C'est ça que je voulais dire, c'est pas le pays. Ce mindset français de se dire, attends, il fait 15 000 trucs. En fait, il ne sait pas ce qu'il fait, il change tout le temps. Moi, des gens qui m'appelaient, ils me disent, tu fais quoi cette année? T'es taxi, tu vois. Mais ce qui me donnait l'envie d'aboutir aux choses, c'est parce que je pense que j'avais compris à un moment donné que l'enchaînement de tout ce que je suis en train de faire avait un but. Je pense avoir trouvé en ce moment pour un petit moment, mais je pense que ce qui m'a donné, c'est ma curiosité, mon envie de jamais me prendre au sérieux. Là, ça fait un peu sérieux parce que c'est important. Mais en vrai, de pouvoir toujours garder de l'humour. Ce que mon père m'a toujours dit, c'est toujours garder une âme d'enfant par rapport à ce qu'on fait. De jamais se dire qu'on est arrivé ou qu'on est ci ou qu'on est ça. Voilà, garder vraiment le côté fun. C'est ce que des fois je trouve qu'il manque un peu à Rochman, tu vois, le côté un peu fun. Mais comme on a choisi le haut de gamme et le fun, c'est hyper compliqué à mettre en place. Mais voilà, c'est toujours pouvoir. Et puis être avec des gens avec qui tu as envie d'être. Qu'est-ce que tu veux de plus en vrai? Tu vois, tu as passé du temps avec des gens que tu aimes bien. Nous, quand on ferme le rideau de la boutique, il y a plein de beaux moments qu'on passe ensemble. Malgré les durs moments qu'on peut avoir dans la journée ou dans un mois. Donc ouais, moi je pense que c'est ça. C'est l'empathie, c'est la curiosité, c'est le fait de. L'amour de l'être humain en général et de l'humain. De voir que quelqu'un est content quand tu faisais un événement, de voir quelqu'un qui est content quand tu lui donnes son plateau. Et tu vois, il n'y a plus d'argent à ce moment-là. C'est pas ça la notion. C'est waouh, je suis content, waouh, c'est beau, waouh, on le poste, waouh, c'est super, génial, je suis content. C'est ça, c'est qu'on a envie, c'est générer de l'émotion chez les gens. Je pense que générer de l'émotion, c'est ce qui englobe le tout. Parce que tu vois, dans la comédie, c'est ce que je voulais. Si je faisais l'émotion, c'est de faire rire quelqu'un. Ou de le faire pleurer d'ailleurs. Mais quand tu arrivais à faire ça, tu avais gagné. C'est vraiment de créer de l'émotion chez le gamin quand tu es animateur et tout. Donc bon, tu l'as un petit peu moins quand tu es agent d'escale parce que tu dis bonnes vacances à des gens alors que toi tu restes à Paris. Mais le but c'était vraiment de faire… Et encore, même ça, tu vois, au final, des gens ils partaient soit faire du business, soit en vacances et puis tu leur donnais un peu de… Tu vois, je sais pas. Moi, c'est vraiment créer de l'émotion, je trouve que c'est important. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Tu vas voir demain, tu vas leur donne-leur leur anniversaire 100 000 € sur leur compte, je pense que ça ne leur fera aucun effet. Tu vois, prends-les, emmène-les faire la roue avec une barbe à papa sur les champs. Je pense qu'ils s'en sont longtemps, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important. Complètement d'accord, complètement d'accord. Si tu me le permets, je rajouterai une chose, c'est ta capacité à trouver des solutions à chaque chose, à ne pas voir le problème. Ouais, et avoir des solutions. Ça, c'est parce que là, pour la première fois, sur ce business-là, parce que sur les autres business, j'avais des associés qui étaient fort caractère et forts idées aussi. Donc, je pouvais me reposer sur eux parce qu'ils étaient très bons sur plein de domaines. Là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pris le lead. C'est souvent ce qu'on m'a dit, mais il faut que tu prennes le lead à un moment donné. Là, j'ai pris le lead la tête de ce projet-là. Donc, je me dois aussi au niveau posture, de masquer les problèmes. Et ça arrivait des fois où c'est mes associés qui me relèvent, tu vois.
Parce que je dis, attends, on va faire comment à ce moment-là, aussi, ou ça, et tout. Et bon, alors je switch très vite, mais tu dois un peu avaler la pilule quand même à un moment donné, tu vois. Il y a des moments, c'est pas drôle quand tu rentres à la maison, mais tu dois enchaîner avec ta femme qui te demande de monter un meuble, le petit qui doit faire ses devoirs, enfin voilà. Donc tu dois très vite passer à autre chose. Donc on le fait. Mais oui, j'ai aujourd'hui la capacité à trouver des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, je reviens aussi encore avec l'éducation, il faut trouver une solution. Il faut prendre un choix. Parce que je pense qu'un gamin, un associé, tout ce qu'il a peur, c'est de ne pas avoir de cadre et de bande, tu vois. Ton choix, il ne sera jamais bon à 100%. Exactement. Ton gamin, tu vas dire plus tard, ouais, on n'aurait pas dû te faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave, tu l'as fait, donc il n'est pas perdu, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de bon choix, mais on le fait. Exactement. Encore une fois, on passe à l'action. Oui, complètement. On a tendance à idéaliser la réponse parfaite, la solution parfaite, elle n'existe pas en fait. C'est faire un choix et y aller à 300% et se donner les moyens à 300% d'y répondre et ne pas se retourner en arrière. Parce que si tu passes ton temps à regarder la solution B que tu n'as pas prise, automatiquement tu mets en péril la solution A, elle ne peut pas fonctionner. Non, donc c'est faire ton choix, y aller, mettre tous les ingrédients qu'il faut pour que ça fonctionne et on n'en parle plus. Ou alors avoir tes choix en priorité, tu as ton choix A, ton choix 2, ton choix 3. Exact. Si le A ne marche pas, tu passeras au 2 et au 3, tu verras après. Exactement. Mais oui, bien sûr, il faut prendre des décisions. Ok, super. Bon, si on doit te retrouver en face de l'atelier des Lumières, ouais. C'est ça? On peut, vous pouvez. Venez, venez. Si vous voulez avant regarder un peu ce que ça donne, vous pouvez aller sur le compte Instagram qui c'est Rochman avec le tiret du bas Paris. Et puis, si vous avez des questions, il y a un numéro de téléphone, il y a un site. N'hésitez pas à appeler, poser vos questions et puis on fera un plaisir de vous répondre et de vous recevoir et de collaborer s'il y a des gens qui ont besoin aussi pour leur restaurant, parce qu'on fait de la distribution pour leur restaurant, pour aussi de distribuer nos charcuteries pour élever aussi le niveau de chaque restaurateur si on en a envie ou besoin. Complètement. On met toutes les infos de toute façon en barre d'infos. Et puis, je suis sûre qu'on aura de tes nouvelles assez rapidement. Avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'est vraiment top ce que vous faites. Belle continuation pour tout. Et puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, toujours là. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Laila. À bientôt. C'est gentil. Merci.